Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième masterclass de Marlène Stégé. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble toutes les étapes nécessaires à la création d'une boisson. Allez, je t'en dis pas plus, bonne écoute. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et d'aller dans le détail, j'ai une petite question un peu générique pour toi. Si on devait faire un tuto YouTube sur comment créer une boisson, qu'est-ce que tu dirais un peu comme grandes étapes ? Alors, comme grandes étapes pour... alors, après, les boissons, c'est quand même large, hein, tu vois, créer une boisson... Une liqueur, allez à la limite, comme ça, Ok. c'est quelque chose que tu connais bien. La première, c'est d'avoir un concept, c'est-à-dire un positionnement. Faut se demander ce qu'on veut faire. Voilà. Est-ce que c'est parce que, comme tu l'expliquais tout à l'heure, tu as récupéré des pommes et puis tu te dis, tiens, je vais faire un produit, le meilleur produit. Est-ce que c'est de faire un assemblage unique? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu veux faire une boisson? Je pense que ça, c'est important. Oui. La seconde, c'est de penser à qui tu vises, qui tu vas intéresser, etc. Et à la fois, il faut le savoir et il ne faut pas y faire trop attention. Oui. Voilà. Si tu veux sur la partie innovation, si tu veux innover, bien entendu. Et après, il faut se demander quelle matière première tu as besoin pour réaliser ta recette. Parce que c'est comme une recette finalement de cuisine. Donc en l'occurrence, et après, donc si on parle d'un produit commercialisable, évidemment, quelles sont la réglementation qui sur ce produit, parce qu'en fait, il y a des directives européennes qui définissent pour chaque catégorie de produits mis sur le marché différentes règles, différentes réglementations, que ce soit dans leur composition, dans leur étiquetage, tout ça, etc. Donc je dirais que c'est d'abord l'idée. Ensuite, qu'est-ce que tu as besoin pour réaliser cette recette? Ensuite, quelle est la législation en rigueur sur le produit que tu veux créer, et qui te donne en fait un cadre, voilà, et où tu veux le commercialiser. Parce qu'en fait, c'est pas la même réglementation au Japon qu'en France, qu'aux États-Unis, enfin qu'en Europe et qu'aux États-Unis, par exemple. Je te donne un exemple tout bête, hein, la coumarine, qui est une molécule qu'on retrouve beaucoup dans la fève tonka, qui a un côté un peu foin, amandé, tout ça, etc. C'est interdit aux États-Unis, donc si tu mets de la coumarine dans un produit, il ne pourra pas être exporté aux États-Unis. Ok. Alors que pourquoi c'est pas le cas. Interdit? C'est une molécule qui est limitée dans la directive, dans le règlement européen, parce qu'à haute quantité, elle peut être toxique, etc. Mais comme beaucoup de molécules qui existent, hein, les thuyones, par exemple, qui sont des molécules qu'on peut retrouver dans le basilic, la myristicine, enfin, il y a plein de molécules qui sont limitées. Mais des fois, il y a aussi des molécules qui sont interdites. Et aux États-Unis, la FDA, qui s'occupe justement de définir ce qui est légal ou pas, a jugé que non. Donc, en fait, ça contient de la fève tonka, par exemple, ça ne peut pas être importé aux États-Unis. Donc, c'est quand même important de le savoir avant de faire sa recette. Ouais. Voilà. Surtout si on veut viser le marché américain. Donc, quel marché ça vise? Ça, c'est évidemment. Donc, et du coup, sur quelle réglementation on va se positionner. Ça marche aussi, par exemple, pour les contenants. Il faut savoir que ce n'est pas les mêmes centilitrages de contenants en Europe qu'aux États-Unis, ce qui est autorisé, tout ça, etc. Les 50 centilitres ou pas, enfin tout ça. Donc, ça fait partie de la conception du produit. Donc, c'est quand même bon à savoir. Et puis ensuite, il faut trouver le producteur. Si vous n'êtes pas producteur, si vous n'avez pas un alambic vous-même, par exemple, il faut aller chercher en fait le producteur avec qui vous voulez travailler, c'est-à-dire celui que vous estimez qui fait les meilleures extractions ou avec qui vous vous entendez le mieux ou avec qui vous avez le plus de confiance ou qui a la capacité de produire la plus grande quantité. En fait, ça dépend encore une fois pourquoi on le fait. Si votre but, c'est à la fin de faire une marque qui vend des millions de cols, si vous le faites avec un tout petit distillateur qui peut faire que 1000 bouteilles annuelles, vous allez être limité. Voilà. Donc, pareil. Mais si vous voulez faire un produit très artisanal, contrôlé ou très local, avec les fruits et qui changent suivant les saisons, ça ne va pas être la même chose. Donc, vous n'allez pas travailler de la même façon. Donc ça, c'est primordial pour commencer la recette. Et puis après,
je pense que c'est quand même toujours bien, sans partir vraiment dans un benchmark, marketing et tout, c'est pas trop mon truc, mais c'est quand même bien de goûter les choses qui se font. Moi, je pense que pour innover, il faut admirer. Ça, c'est très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se lancer, etc., parce qu'ils n'arrivent pas à admirer. Il faut admirer des gens qui font des trucs super. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Moi, il y a plein de gens que j'admire dans l'industrie. J'adore le produit, je trouve ça admirable, mais c'est pas de l'envie, c'est pas de la jalousie, Ouais, c'est non. pas de ça, c'est vraiment de l'admiration, de se dire, putain, ils ont un talent. C'est pas ma patte, je le ferai pas, j'aurais pas envie de faire ça, mais par contre, je trouve que c'est super bien fait, tout ça, etc. et tout. À contrario, il y a aussi des produits que je trouve vraiment terribles. Donc, mais c'est important d'admirer et de se dire, putain, j'adore ce produit, ça me fait rêver quelqu'un qui trouve l'équilibre comme ça, ou ça me fait rêver quelqu'un qui a réussi à faire tant de... Je sais pas, par exemple, moi je prends les eaux de vie Rochelt, qui sont des eaux de vie de fruits extraordinaires, qui sont faites en Autriche. Tu le goûtes, tu as l'impression de croquer littéralement dans une framboise. C'est extraordinaire, la pureté. En plus, c'est par fermentation, tout ça, etc. Donc, moi, je goûte ça, je suis fascinée. C'est pas ma patte, c'est pas mon style, mais Non, mais c'est une super belle inspiration. voilà. Donc il faut se dire voilà, est-ce que mon et puis regarder aussi si son idée finalement elle est bonne parce que des fois on a des idées à la con. Hein. Non, est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y a un marché, pas de marché? Alors ça c'est plus 8 ans d'entrepreneuriat je réfléchis, je me disais pas ça il y a 8 ans. Des fois, quand on est novateur et quand on fait des innovations, faut se dire pourquoi elle n'a pas été faite. Peut-être qu'elle n'a pas été faite parce qu'il n'y a pas de marché. Ouais. C'est possible aussi. Après, moi, je ne suis pas pour faire que les choses qui vont marcher parce que l'offre, la demande, tout ça, pour moi, c'est un peu des conneries. Je pense que les gens, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Il faut des influences. Et souvent, il y a des lanceurs d'influence qui prennent des risques et ensuite qui sont suivis par d'autres personnes. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et après, il faut avoir un vrai style et surtout une vraie proposition, quel que soit pour créer un produit, quel que soit son positionnement. Il y a des gens, ça va être RSE, local, le plus respectueux de l'environnement, tout ça, etc. Leur leitmotiv pour faire un produit de qualité et tout. D'autres, ça va être... moi, par exemple, ce qui me motivait, c'était vraiment de faire le goût d'un assemblage qui fait voyager gustativement, qui a le goût de rien de ce qui existait. Par exemple. Mais en fait, il n'y a pas une approche qui est meilleure qu'une autre. Il faut juste que ce soit la sienne et avec des convictions quand même très fortes. Après, on peut produire un produit aussi pour les autres, mais généralement, c'est bien quand même, si on le produit pour les autres, que ce soit des gens des marques qui partagent les valeurs qu'on aime. Hein. Enfin bon, après, ça, c'est chacun fait comme il veut. Et après, voilà, il faut quand même goûter ce qui se fait, ce qu'on peut faire mieux. Je pense que faut toujours faire mieux. Et après, se mettre à la recette. Alors la recette, pour moi, il faut très très bien connaître les matières premières de base qu'on va utiliser, les tester, etc. Moi, je travaillais avec les infusions et les distillations de la maison Gabriel Boudier. Donc j'avais tout un orgue comme un parfumeur. Et j'ai beaucoup senti, goûté, trié mes matières premières, tout ça, etc. pour me dire, voilà, ça m'évoque ça, tout ça. Mais moi, après, j'ai une patte très, très parfumeur dans ma façon de faire. Déjà, quand je fais l'assemblage, si le nez ne me plaît pas, que je ne trouve pas équilibré, je goûte même pas. Ok. C'est ce qui fait, je pense, la particularité des liqueurs que j'ai créées pour Acheteoria. C'est qu'elles ont un nez très puissant, c'est très porté sur l'odorat aussi et pas que le goût, ce qui n'est pas toujours le cas dans les liqueurs, parce que moi, je me suis vraiment concentrée aussi là-dessus, sur cet équilibre en olfaction directe, et qui est souvent des fois un peu oublié, ou tout ça, etc. Et puis ensuite, il faut du temps. Voilà, pour créer une recette, il faut du temps. Il faut du temps parce que il faut revenir dessus, il faut d'abord écrire la formule. Alors, les gens, souvent, ils disent « Ah, est-ce que c'est comme de la cuisine? Tu mets ci, après tu goûtes, tu rajoutes un peu de ci, tu rajoutes un peu de ça. Ça se fait pas vraiment comme ça. Il faut savoir que tu écris la formule en entier dans ta tête. C'est-à-dire que tu connais tellement bien tes matières premières et la vision des équilibres et des dosages et tout. Donc ça, c'est quand même
Moi, je me suis quand même paluchée de la chimie, etc. pendant des années. Donc, Ouais. il y a quand même... Il y a des années d'expertise derrière. Euh, oui, bah après, il y a aussi l'expérience. Et puis, en fait, il y a deux choses. Il y a l'expertise, l'expérience et l'inspiration. Je pense que c'est trois choses différentes. Et tous les créateurs n'ont pas le même équilibre entre ces trois choses-là. Ouais. Et du coup, ça fait des choses qui sont assez différentes. Donc, c'est assez marrant. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont totalement autodidactes, et on en voit, hein, qui deviennent distilleurs, etc., et qui font des choses intéressantes. Qui manquent parfois, qui peuvent manquer peut-être parfois d'équilibre, quoi, etc., mais qui sont créatifs, out of the box, tout ça, etc. Après, on a des très grands experts qui peuvent être justement trop contrôlés par leur savoir, tout ça, etc., et qui font des trucs très droits, très bien, mais qui manquent peut-être un peu des fois de Folie, ouais. relief. Et puis après, ne serait-ce que quand on est plus jeune, on ne compose pas pareil que quand on est plus vieux. Moi, je vois, par exemple, entre le début d'Asteria, où j'ai lancé les 3 liqueurs, et puis quand j'ai lancé la 4e, il s'est écoulé 3 ans. Et au bout de 3 ans, quand j'ai refait la formule, même s'il y a toujours ma patte, etc., je sens que j'ai évolué sur ma proposition quand j'ai créé Midi Fauve. Et donc, du coup, c'est normal aussi. Ça, c'est l'expérience. Et puis après, l'inspiration... ça vient aussi de tout ce dont on a enrichi son âme au cours des années de vie qu'on a, quoi. Et Donc, ben ça tombe super bien parce que j'ai une petite transition. J'ai une personne qui a une question pour toi. Ah, Bonjour Marlène, je suis Stéphanie Cohen, la créatrice de Eau de Fleurs, et j'avais une question à te poser. Je suis très fan de ton univers que tu nous proposes, et je suis très fan de tes créations. J'aurais voulu savoir quelle était ta manière de procéder pour tes créations. Donc si tu, je ne sais pas, fonctionnais comme un parfumeur, si tu avais au démarrage des couleurs ou peut-être des textures en tête quand tu démarrais sur une recette. Voilà, merci pour ta réponse. alors, mon processus de création, je pense qu'il est très emprunté à mon expérience que j'ai eue avec notamment Christophe, et tout le lien avec le parfum. Parce que déjà, moi, je pèse. Alors que dans l'industrie des boissons, les recettes se font le plus souvent en volume. Alors que dans l'industrie de la parfumerie, ça se fait en poids. Ok. Ça joue une grande différence. Mais moi, j'ai pris l'habitude, en fait, de faire les choses en poids. Et donc, du coup, je suis plus à l'aise sur les équilibres, ma vision des équilibres, etc., en poids qu'en volume. Donc, ça dépend de la densité entre les deux, hein, voilà. Donc ça, c'est plus emprunté aux parfumeurs déjà. Et ensuite, comme j'expliquais vraiment, tu écris d'abord la formule, ensuite tu la pèses, tu la confectionnes et tu laisses reposer. Et ensuite, tu l'évalues quelques jours plus tard, une fois que les sucres ont fondu, tout ça, etc. Et tout. Donc, et c'est là que après tu évalues si de la formule que tu as imaginée, elle correspond à ce que tu voulais, est-ce qu'il y a des choses à équilibrer, à diminuer, etc. Et donc, après ça, une fois que tu l'évalues, tu descends, tu augmentes des quantités, tu dis, ah, ça, non, il me manque un kick, je vais rajouter ça, etc. Et tu refais une formule et tu la repèse et tu la regoutes plus tard. Et voilà, donc c'est un processus qui est long. C'est pas juste tu mets des trucs et après tu rajoutes un truc par-ci, un truc par-là. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui le font comme ça, mais moi, en tout cas, ça marche pas du tout comme ça parce que j'ai besoin d'avoir une vision globale de ce que ça va être. Je pense que c'est pareil qu'un peintre ou un compositeur. Je connais pas, enfin, je vois pas dans les processus créatifs des artistes peintres, tout d'un coup, ils savent pas ce qu'ils vont faire, et puis tout d'un coup, ils se mettent à dessiner ou créer n'importe quoi sur leur toile. Alors, il y en a peut-être, mais souvent, il y a quand même un travail préparatoire important, un dessin, une esquisse, un croquis, enfin, tu sais où tu vas, quoi, hein, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Pareil pour le compositeur. Et après, c'est en écoutant, en évaluant que tu rajoutes ou pas, que tu mets de l'ornement, en fait. Mais il faut d'abord avoir un cœur central
une base, et ensuite après tu rajoutes des détails, etc. Et tout. C'est comme un fashion designer aussi sur une robe, tu vois, tu mets pas les ornements avant d'avoir défini la forme. Ouais. Voilà. Après, au niveau des inspirations, il y a des gens qui sont très inspirés par, je sais pas, l'expression du terroir, par exemple, etc. Et tout. Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai un peu des story movies dans ma tête, des petites scénettes. Tu vois, je pourrais un film, voilà. Et souvent avec des humains ou des attitudes ou tout ça, etc. Enfin, c'est une attitude qui m'inspire. Par exemple, quand j'ai créé Midi Fauve de H. Théoria, mon inspiration, c'était la peau qui séchait au soleil une fois qu'on s'est baigné dans la mer. Donc, tu vois, c'est pas une inspiration très alimentaire, mais c'est des trucs que je trouve très poétiques, sensuels, tout ça, etc. Et comment tu arrives à créer cette sensualité et puis jouer avec les perceptions, en fait. Parce qu'on s'en doute qu'on va pas avoir le goût de la peau qui sèche au soleil, et puis c'est pas le but, d'ailleurs. Et puis on s'en doute qu'on va pas faire un parfum non plus, etc. Mais moi, j'aime bien jouer avec l'inconscient collectif, me poser la question de, tiens, qu'est-ce qui emmène sur la plage? Quelles odeurs te rappellent cet univers? Quelque chose d'ensoleillé, etc. et tout. Et j'aime pas trop les clichés, quoi, tu vois. Donc, du citron, du romarin et les cigales qui chantent. Oui, ça te rappelle le sud, mais en fait, ça te met un cadre qui est trop défini. C'est la Provence, voilà. La Provence, c'est magnifique, il n'y a pas de souci, mais t'es en Provence. Moi, j'aime bien créer des univers imaginaires où t'es plutôt dans la perception. Tu sais que t'es sur une île, au bord de la mer, quelque part, etc. Mais est-ce qu'elle est en Méditerranée? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est... tu vois, elle peut être un peu... elle peut être interprétée à différents niveaux. Et c'est plus ça qui m'intéresse. Voilà. Que vraiment emmener les gens dans un endroit. Bon, bah voilà, c'est ça qui... Et quand tu as eu cette idée justement un peu enfin pas silhouette, mais de peau, etc., près de l'eau, etc., est-ce que tu as tout de suite des choses qui te viennent en tête alors pas le citron, pas le romarin, mais est-ce que tu as d'autres arômes qui te viennent en tête où tu te dis, ok, là tout de suite t'écris quelque chose? Bien sûr. Ok, d'accord. Oui, ça c'est vraiment toutes tes expériences qui font que oui, c'est une sorte peut-être de mélodie, effectivement, comme le compositeur, où tu commences à créer la partition un peu au fur et à mesure de ton histoire. Ben, en fait, je m'interroge sur qu'est-ce qui va évoquer la plage. Alors, qu'est-ce qui évoque la plage? Par exemple, le monoï, ça évoque évidemment la plage à tout le monde, cette odeur de crème solaire, etc. Sauf que je ne peux pas distiller du monoï, puis c'est pas alimentaire. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire pour créer un peu la sensation du monoï? Donc, le monoï, c'est une fleur blanche, mais c'est aussi doucereux. Il y a des choses dedans. Donc, je fais un assemblage de fleurs d'oranger, vanille. Je mets de l'olive noire parce que c'est phénolique. Il y en a aussi dans le monoï. Ensuite, je vais me dire, la peau, qu'est-ce qui fait penser à quelque chose de humain? La peau qui transpire, la peau au soleil. Le cumin, ça a des notes communes avec la sueur. Je vais mettre de l'iris parce que l'iris, c'est un côté très poudré. On en trouve dans plein de cosmétiques, dans les laits pour le corps pour bébé. Donc, ça rappelle, si tu veux, le côté vraiment poudré, un peu peau de bébé, quoi. Je vais... en bouche, il faut quand même que ce soit qu'il y ait de la rondeur, mais un fruit gorgé de soleil, etc. Donc de la figue, mais à la fois aussi végétal, parce que s'il y a de la végétation luxuriante, c'est un endroit particulier. Est-ce que c'est un peu exotique ou pas? Donc là, des feuilles de coriandre. La salinité, avec le côté un peu iodé, je vais mettre de l'algue nori. Et puis après, pour avoir un côté un peu plus peps, citrus, un peu plus ensoleillé, je vais mettre du poivre de Timut. Voilà. Donc, Ok. En fait, c'est hyper intéressant. J'ai l'impression que tu décomposes plein d'éléments. Comme tu as dit, le monoeil, je le décompose dans sa composition pour comprendre ce qu'il y a ou autre. Et après, tu assembles, tu recomposes pour ouais, faire avec autre les chose. notes. Et c'était Ouais. pareil sur Cuir lointain, ou comment tu donnes la sensation du cuir alors que tu distilles pas du cuir. Donc, en fait, il faut jouer. En fait, c'est vraiment un puzzle, c'est un jeu. Il n'y a aucun ingrédient qui est dedans pour être un ingrédient. Ils sont juste là pour, ensemble, donner une composition. Et après, c'est que l'équilibre qui joue. Ouais. Mon travail, ce n'est qu'un travail à 0,01% près. Tout peut basculer dans la formule. Ouais. Et sur celui que tu as pris là, le quatrième, pour qu'on se rende compte, c'est combien d'essais environ
que tu as fait pour arriver à la recette où là tu t'es dit ok, parfait. Entre 25 et 30. Ok. Et donc ça, tu disais que tu fais un essai, donc tu assembles, et t'as dit qu'il fallait un peu de temps pour que le sucre redescende, c'est ça? Oui, on appelle ça que les sucres fondent. Ok. Moi, je dis pour que les arômes dansent. Je donne toujours non, mais Poétique. si tu veux, la chimie, c'est des liens. Mm. C'est des interactions entre des molécules avec des ponts. Et c'est comme tu arrives dans une soirée où tu connais personne. L'ambiance, elle n'est pas la même qu'à 5 heures du matin. C'est exactement pareil. Tu mélanges toutes ces molécules ensemble. Il faut le temps aussi que tous les éléments chimiques se remettent en place, se repositionnent, refassent un équilibre avec l'eau, avec les ponts, avec l'oxygène, tout ça, etc. Et tout. Donc, il faut Et ça, tu peux pas le compresser, en fait. Ok. Donc, voilà. Et donc, généralement, tes essais, parce que tu as parlé d'oxygène, est-ce que tu les mets sous vide ou est-ce que tu les fermes? Non. Non, tu les laisses au ça contraire. servira à rien de les mettre sous vide parce que les gens qui vont avoir la liqueur chez eux, elle ne sera pas sous vide. Oui, c'est pas faux. Donc, tu laisses même ouvert. Non, c'est fermé, c'est dans une bouteille. Ok. C'est comme dans les conditions à température ambiante, fermé dans une bouteille. Et je laisse plusieurs jours. Et puis après, ça dépend de mon inspiration aussi, mon moment. Mais moi, je formule beaucoup la nuit. Ok. Et est-ce que... comment est-ce que tu sais qu'un assemblage ne va pas tourner avec le temps ou évoluer? Il évolue. Alors, du moment que tu n'as pas ni de conservateur, du moment que tu utilises que des substances aromatisantes naturelles que tu distilles, etc., et que tu assembles entre elles plein de matières premières, il va évoluer. Ouais. Mais c'est pas grave. Ok. Bon, après, ça dépend sur quel produit je travaille. Si je travaille sur des sirops avec un assemblage d'arômes, le produit il va pas vraiment évoluer. Donc, c'est pas une problématique, mais généralement, ça évolue pas dans le mauvais sens. Plus ça se fond, plus il y a tu sens l'équilibre et le lien. Si tu veux, si je pèse tout de suite ma formule et que je sens et que je goûte là, c'est pas du tout équilibré. Ça. Ouais. Moi, je sens des ponts, je suis très sensible à ça, donc il y a des creux, il y a des trucs. Voilà, tu reviens 4 jours plus tard, il y a déjà des choses qui se sont passées. Et après, j'ai perdu ce que j'allais dire. C'est pas grave. Je peux peut-être faire une petite question de transition. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des bitters? J'ai pas fait proprement des bitters, non, mais j'ai fait des parfums pour verre pour le Little Red Door avec le Little Red Door et Gabriel Boudier. Des sprays en fait qui avaient des noms de couleurs avec des assemblages très particuliers. Rouge, jaune, etc. et tout, qu'on sprayait sur les verres. Donc, c'était des choses très concentrées qui se rapprochaient un peu des bitters pour utiliser les cocktails, mais j'ai pas fait de bitters à proprement parler. Je pourrais. Ouais, ça me fait penser à ce côté un peu ultra concentration de quelque chose. Ça m'y a fait penser. Donc, en ultra concentration, j'ai fait ça, effectivement, c'est-à-dire ces parfums pour verre pour le Little Red Door. Ouais. Donc je me suis amusée à interpréter un peu ce que serait le goût d'une couleur, tu vois. Voilà. Et si on a parlé un peu d'inspiration, si on parle un petit peu de cible, parce que tu en as parlé, quelle est notre cible? Dans mon métier, on parle beaucoup du mot persona. Moi, je suis designer d'interface, donc plus digital que produit physique. Et on parle beaucoup de persona. C'est qui notre cible? Pour qui est-ce qu'on design cette interface, etc., etc. Est-ce que dans l'industrie de la boisson, il y a un peu des personas types sur lesquels on peut se reposer quand on crée une boisson? En tout cas, on veut se dire ma cible, c'est 3 petits points. Ça dépend encore une fois quel type de créateur tu es et quel type de produit tu fais. Moi, ça m'a jamais intéressé. Vraiment, moi, je compose sans... En tout cas, mon style, j'ai un style particulier et je pense que c'est pour ça que les gens m'appellent quand ils me demandent une composition. Et c'est pas en regardant les goûts. Alors après, je regarde quand même au niveau si c'est pour un pays particulier, je regarde quand même la culture, tout ça, etc. C'est important de l'avoir en tête. C'est plus de la culture alimentaire, tout ça, etc., que des personas types. Parce que je te dis, les goûts encore, franchement, t'as pas vraiment en termes de goût.
Alors, si, par exemple, si tu fais un truc très marketing, il y a eu dans les rhums le côté très caramel, très tout ça, etc. Donc, tout le monde a fait des trucs comme ça. Maintenant, c'est le contraire. Tu as des tendances. Avant, il y avait l'amertume, c'était non. Maintenant, c'est à fond. Enfin, moi, je regarde pas du tout ça. Ça m'intéresse pas du tout. Et pour autant, quand tu crées quelque chose, est-ce que t'arrives quand même à savoir un peu les personnes qui vont les consommer? Des gens curieux, déjà, j'imagine, et puis qui veulent découvrir des choses peu communes. C'est pour ça que si tu crées une entreprise, il faut être associé avec des personnes qui ont un peu plus le côté market, tout ça, etc. Mais c'est pas le rôle du compositeur, si tu veux. Enfin, moi, je sens que c'est pas mon rôle. C'est pour ça que quand je collabore avec des équipes marketing et tout, c'est bien. Je peux travailler avec un cadre, tout ça, etc. Mais c'est pas mon rôle, si tu veux, pour moi, de proposer un truc qui répond à des personas, à des trucs, etc. Et tout. Moi, on m'appelle pour innover, pour faire des produits de créateurs. Et donc, du coup, si je commence à me dire, tiens, c'est quoi que les gens attendent ? En fait, les gens, ils attendent jamais le futur. Hein. Les gens, ils attendent ce qu'ils connaissent parce que ça les rassure. Donc, du coup, tu n'innoves jamais si tu fais ça. Ouais, je comprends. Ça a du sens. Trop bien. On a parlé inspiration, on a parlé donc un tout petit peu quand même de cible. L'un des points qui m'intéressait, je me suis demandé, tiens, à partir de quel moment on arrive à se dire que telle ou telle chose vont bien ensemble. Et ça m'a rappelé un voyage en Thaïlande en 2021. On a été en Thaïlande et on a fait un cours de cuisine thaï Chiang Mai, vraiment très typique. Et la personne qui nous a fait le cours, avant même de commencer le cours, nous a dit, on va commencer par quelque chose de très important, il faut que vous compreniez les goûts de la Thaïlande. Ou saveur ou goût, désolée, j'ai peut-être pas les bons mots. Et il y avait une table, enfin une assiette sur une table avec une feuille, il me semble, de bananier. Et elle nous a dit, vous prenez un peu de chaque élément. Donc vous prenez un petit peu de gingembre, vous prenez un petit peu de citron, vous prenez un petit peu de copeaux de coco, de coco grillé. Et je crois qu'il y avait un petit peu d'échalote et un petit peu de piment. Elle a dit, vous fermez tout ça, et vous le mettez en une bouchée dans la bouche, et vous allez comprendre les goûts de la Thaïlande. Et alors moi, ça m'a rappelé Top Chef déjà, parce qu'ils font beaucoup ça dans Top Chef, on va faire une bouchée. Mais j'ai trouvé ça assez incroyable parce que on croque dedans, il y a l'acidité tout de suite du citron qui part. Ensuite, il y a le goût du gingembre, moi que j'adore. Ensuite, il y a le côté un peu coco grillé qui vient craquer sous la dent. Et en fait, c'était hyper intéressant de voir toutes ces différentes nuances. Et tout le long du cours, après, elle nous a rappelé, attention, rééquilibrer. Ah oui, et on avait un sirop de sucre de canne dessus à mettre. Et donc, elle disait, là, ok, on a mis du sucre, donc on va aller rebalancer avec de l'acide. Et en fait, à chaque fois, elle nous expliquait, elle nous disait, rappelez-vous, le premier exercice, comment est-ce qu'on a tout bien balancé. Et je me disais, dans l'assemblage d'une boisson, ça doit être hyper important d'avoir ce niveau un peu d'équilibre dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive, ou comment est-ce que toi tu sens un peu ce niveau d'équilibre ? Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a l'équilibre aromatique entre les molécules aromatiques. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait avec la rétro-olfaction, la perception. Et puis, tu as aussi beaucoup l'équilibre des saveurs, donc le sens du goût à proprement parler, c'est-à-dire l'acidité, l'amertume, la sucrosité, le côté salin, le gras aussi, parce que Alice Bana, ils sont en train d'étudier que le gras serait aussi une saveur, donc le côté umami, tout ça, etc. Donc ça qui balance en fait des équilibres. Mais il y a encore d'autres choses. Il y a la proprioception, on appelle ça la proprioception, c'est-à-dire que tu as plein d'autres informations dans ta bouche qui sont ni le goût ni l'odorat, qui te donnent une perception de l'expérience culinaire que tu es en train de vivre. Par exemple, le piquant, que ce soit le piquant, la piperine du poivre, la zingérine du gingembre, tout ça, etc. Et le côté chaud. Quand tu manges du piment et que tu as l'impression que c'est chaud, etc., ça, c'est la sensibilité trigéminale, ça s'appelle. C'est un nerf qui s'appelle le nerf trijumeau qui innerve ta face et qui te donne cette information. Pareil pour la fraîcheur de la menthe. Quand tu manges un Airways, en vrai, la température dans ta bouche, elle diminue pas. C'est une sensation. Donc ça, c'est ni finalement l'odorat, ni le goût. Puis après, tu as plein d'informations. Ton cerveau, il enregistre en fait une tomate, c'est sucré, acide, et il y a les arômes, les molécules de la tomate, méthional, tout ça, etc. Mais il enregistre aussi que c'est juteux, que c'est lisse, que plein d'informations aussi, de texture, le craquant, enfin voilà, l'expérience. Et donc, tout ça, ça
ça fait partie de l'expérience entière. Donc moi, quand je crée un produit qui se met dans la bouche, donc, qui s'ingère, je regarde aussi sa texture, sa viscosité, l'équilibre entre son degré d'alcool, en l'occurrence quand il y a de l'alcool, et son degré de sucre. Et puis après, il faut imaginer aussi son usage, ça c'est sûr. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est dilué? Est-ce que c'est tout ça? C'est important, évidemment, bien évidemment. Et donc du coup, après, tu vois les équilibres. Moi, je suis très sensible. J'ai vraiment l'impression de percevoir des malaises, quoi. Des dissonances, des dissonances olfactives ou gustatives, comme tu entendrais un truc qui n'est pas harmonieux au piano, il y a des accords qui sont dissonants. Tu entends que c'est dissonant alors que tu entends qu'il y a des autres qui sont... voilà. Donc moi, pour comparer, je dirais que ça me fait ça. Ouais. Bon, après, Camille, quand elle goûtait mes essais... parce que moi, je fais vraiment goûter que à la fin. C'est parce que si tu demandes l'avis de tout le monde... tu n'as pas fini. Ouais. Et puis il faut être droit faut d'abord être dans sa conviction avant d'avoir des avis extérieurs. Donc moi je donne rien, rien jusqu'à arriver à une recette où vraiment tu vois, je peux hésiter entre 2 ou 3 recettes au niveau de l'équilibre et me dire là il y a une petite différence mais je l'aime bien pour ci, pour ça, mais les 3 me paraissent équilibrés. Esthétiquement il y a quelque chose, voilà, elles ont des petites nuances. Et Camille, des fois, elle me disait, moi, très honnêtement, je ne sens pas la nuance. Donc, tu vois, après, c'est des petits, c'est des focus qui sont un peu de l'ordre maniaque. Hein. Ouais. Et j'ai une deuxième question, justement, qui touche un peu à ça. Coucou Sisley, coucou Marlène. C'est Maud de chez Distilleuse. Et je voulais demander à Marlène comment, dans son processus de création, elle savait qu'elle était arrivée à la fin de la création et qu'elle avait obtenu la liqueur, par exemple, pour Asteria, qu'elle avait en tête et qu'elle avait réussi à traduire le goût qu'elle avait imaginé. Voilà. Je vous souhaite une super rencontre, une super interview. Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, ça se passe beaucoup au nez. Il y a vraiment un moment où j'ouvre le flacon et je me dis « Ah là là, c'est puissant. » Et il y a un truc que je trouve vraiment... je me dis je suis contente de moi, quoi. Et c'est important d'être content de soi, hein, je veux dire. C'est vraiment une sensation... j'aurais du mal peut-être à expliquer, mais je sens il y a de la puissance et à la fois c'est très équilibré, ça part pas dans tous les sens, etc. C'est devenu... En parfumerie, on appelle ça des accords. Un accord en parfumerie, c'est quand tu mélanges plusieurs molécules ensemble et que leur proportion fait que tu discernes plus l'une et l'autre et ça devient un mélange unique des 3, très très équilibré. Voilà. Moi, c'est un peu cet idéal que je vise. C'est-à-dire que j'ouvre le flacon à l'intérieur, dans ce que j'ai pesé et tout. Il y a une puissance et tout est uni. Il n'y a pas quelque chose qui se détache d'un autre truc. Tu ne saurais pas dire au premier abord, c'est ça avec ci, etc. Alors après, quand tu cherches et tout, bien évidemment, il y a des choses qui arrivent. Ouais. Mais tu ne te dis pas tout de suite, ça c'est la figue, comme tu donnais l'exemple tout à l'heure. C'est le mélange de tout qui fait un goût nouveau. Ouais, voilà. Et je vais chercher vraiment la bête rare. Hein. En fait, je crois que je suis contente quand c'est une odeur qui n'existait pas pour moi, que je n'ai pas croisée alimentairement. Elle ressemble presque à un parfum. Elle ressemble plus à un parfum, d'ailleurs, ou à une histoire, tu vois, à un moment vraiment qu'à un goût qu'on connaît ou qu'on peut assimiler, tu vois, de quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment sur l'équilibre. Je me dis, mais là, on tient quelque chose quand on ne peut plus discerner et que ça devient un truc que tu n'as jamais senti. Ok. Et alors justement, on parlait de dégustation. Ça demande... est-ce que tu as un pool un peu de personnes à qui tu fais déguster? Parce que j'imagine que tu cherches aussi peut-être des avis un peu précis, ou non, pas du tout Mais il y a toujours t'es toujours stressé quand tu vas sortir un produit ou quoi. Alors bon, déjà, là, par exemple, quand je compose pour des clients, bien évidemment, l'avis, c'est mes clients. Hein, donc je leur fais goûter. C'est toujours un moment très stressant. Mais généralement, ça se passe très bien.
Et les gens, ils sont surpris positivement, etc. Et tout. Après, tu as des retours, hein, forcément, tu vois, des rectifications sur certaines choses. Quand c'est pas pareil, parce que pour Acheteria, c'était mes propres produits, c'est moi qui définissais à quel moment c'était ce que je voulais. Quand tu travailles pour les autres, il y a aussi des choses qu'ils ont perçues pas totalement comme toi, et c'est normal. Il faut être à l'écoute de ce qu'ils perçoivent, et ce qui est important dans ces moments-là, c'est beaucoup la communication. Comment tu vas creuser, de comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, tout ça, etc. Et je pense que ça demande beaucoup d'humilité. Il n'y a pas d'ego là-dedans, hein. Il y a une patte. Alors après, il y a des choses que tu peux expliquer, où tu es convaincu que ça, il faudrait quand même laisser, important. Tout ça, etc. Et tout. Donc, j'aime bien argumenter aussi, si jamais. Mais franchement, je touche du bois. Les gens pour qui je compose, généralement, il n'y a pas 36 000 retouches, quoi. Ils sont contents de ce que je fais, donc tant mieux. Mais parce que je fais un travail préparatoire, il me semble, qui est assez important, de compréhension de l'univers, de ce qu'ils veulent, de recherche, de tout ça, etc. C'est un équilibre entre mon style et leur demande. Vraiment, je crois que c'est un équilibre entre les deux. Et voilà. Et comment ça se passe justement parce qu'une dégustation avec des amis, peut-être que c'est un peu plus simple, mais avec des clients, est-ce que tu viens avec... est-ce que tu mets dans le verre, ils goûtent, c'est ça? Est-ce que tu présentes quelque chose de ton univers en premier? Comment ça se passe un peu ce moment un peu de dégustation avec client? Souvent, en fait, ça va avec des pistes créatives, c'est-à-dire que j'ai déjà tout un travail préparatoire où je travaille en fait sur les concepts, les idées, avec des exemples de formules ou d'assemblage, de pairing, etc., d'ingrédients que j'aimerais utiliser par rapport au concept, avec les noms, avec tout ça, etc. et tout. Et déjà, il y a une première validation du concept, parce qu'en fait, il y a des pistes qui sont différentes, exactement comme un designer, tu vois. Tu présentes il pourrait y avoir 1000 solutions, en fait. Ah il peut en avoir 1000, mais à un moment, tu peux pas représenter 1000. Donc, tu te concentres sur 3, 2 ou 3, ça dépend aussi, voilà, et tu les présentes, et la personne, elle choisit déjà une piste. Donc, il y a déjà quand même un travail théorique qui est fait. Et ensuite, après, il y a la conversion de ce travail théorique en quelque chose de concret, tangible, le produit. Et après, moi, je les vois et je leur présente le produit et ils le goûtent, quoi. Avec évidemment l'explication du concept du produit, de pourquoi, comment, etc. et tout. Et voilà. Et c'est toujours un moment un peu stressant, magique, excitant. Voilà. Ouais. C'est le moment où t'es un peu dans ton labo, dans ton monde, et puis là, d'un coup, ça ouvre la porte à des feedbacks qui peuvent être super, parce que j'imagine que quand tu mets un peu un goût sur une idée, ça peut aussi devenir magique, je pense, de dire c'est exactement... tu as capté exactement ce qu'on avait en tête, ou juste à créer quelque chose un peu d'unique qu'on n'avait même pas imaginé. Mais ça marche avec les concepts, et ça marche avec les mots. C'est aussi la manière dont tu l'expliques, dont tu l'évoques. En fait, pour moi, tu peux pas le dissocier. Parce que si je te fais juste goûter le produit en tant que tel, sans te raconter rien derrière, c'est pas tout à fait la même histoire non plus. Après, pour les liqueurs Acheteria, moi, j'ai jamais fait goûter en disant qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'il faudrait mettre plus de ci ou plus de ça. Ça, c'est no way, je pense que ça n'arrivera pas. Parce qu'en fait, j'ai des convictions très fortes, tu vois, de création et de conviction, et de ce qui me plaît, de ce qui me plaît pas, de ce que je trouve bien ou de ce que je trouve pas bien. En revanche, je vais plutôt à un petit cercle d'amis dont j'estime vraiment le regard, et que je sais que, tu vois, ils ont un regard... il faut estimer aussi les gens, leur faire goûter, etc. Je vais plutôt leur faire tester 2 recettes que j'aime et leur dire tiens, tu préfères laquelle ou laquelle, etc. Mais tant que j'ai pas fixé la recette, je demande pas tiens, parce qu'en fait les gens ils ont toujours quelque chose à te dire, moi je mettrais plus de ci ou je mettrais plus de ça. Oui, c'est normal, tu vois ce que je veux dire. Moi le aussi, palais est tellement différent quand on me fait goûter quelque chose, moi aussi je dis tiens, voilà, c'est normal en fait. Moi, j'aime pas trop être influencée par ça.
Et après, tu as quand même l'épreuve du feu, c'est quand tu fais vraiment goûter aux clients finaux. Tu as fait un produit, tu le fais goûter à des bartenders, tout ça, etc. Et à chaque fois, tu vois, j'ai eu Acheteria pendant 8 ans. Et même au bout de 8 ans, la première fois que tu fais goûter à quelqu'un, j'attends toujours les réactions, etc. Et tout, quoi. Ouais, je comprends. Et est-ce que c'est intéressant, tu parles de bar justement, est-ce que quand tu fais cet assemblage, t'imagines un peu comment est-ce qu'il peut être utilisé autrement, en cocktail, en gastronomie, je sais pas, mais... Là, en l'occurrence, Acheteria, c'est vraiment des liqueurs que j'avais composées pour qu'elles puissent être bues pures. C'était une possibilité. Ouais. Et après, utiliser en cocktail, qu'elles ne perdent pas évidemment leur puissance et leur... Mais par exemple, si je compose des sirops, évidemment, je vais faire la composition pour qu'ils soient dilués dans de l'eau parce que tu ne bois pas des sirops purs. Ouais. Donc quand tu fais ta dégustation à toi, tu la dilues. Exactement. Ok, d'accord. Ok. Pour rectifier l'équilibre et l'assemblage. Ouais. Parce que sinon, en fait, tu as des choses qui peuvent être équilibrées, concentrées, mais une fois que tu les fous dans la flotte, ça s'explose, ça devient... ça va pas. Ok. Et est-ce que... j'ai l'impression que t'es hyper inspirée. Est-ce que ça t'arrive d'avoir un peu le syndrome de la page blanche où t'as souvent quand même toujours une idée en tête de là où tu veux aller? Non, ça m'arrive pas d'avoir le syndrome de la page blanche. Ça m'arrive. Je touche du but. On croise les doigts pour... Ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement d'assemblages à faire, c'est tellement infini. Mais il faut aller puiser dans sa sensibilité. Il faut avoir des trucs à dire, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a... C'est une façon de s'exprimer, hein. Ouais. C'est comme la musique. En fait, si tu veux, pour moi, c'est... J'en ai besoin, quoi. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin et j'ai plein de formes d'expression comme ça. Je pourrais pas m'en passer. C'est assez fulgurant, l'écriture, le piano. la création, en fait, de manière générale. Je fais des collages aussi, etc. Et tout. C'est une façon de sortir de soi. Tout ce qui... Les fusions émotionnelles. Et j'ai lu qu'il y avait certains chefs qui aiment vraiment bien travailler un produit de manière... de le décomposer, de le travailler de manière vraiment très différente et qui étaient des fois monoproduits. Est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir un arôme que tu as envie de mettre souvent ou qui revient souvent en fait, dans tes goûts personnels? Et non. Enfin, moi, par exemple, il y a un truc, j'adore le pamplemousse. J'ai jamais réussi à en foutre nulle part. Non, parce que ça m'intéresse pas trop l'ingrédient. En fait, pour moi, si tu veux un ingrédient, si tu prends par exemple un citron, c'est déjà 150 molécules différentes, aromatiques. Donc pour moi, si tu veux un ingrédient, c'est déjà hyper chargé, ouais. Plein de facettes aromatiques différentes. Et je pourrais les travailler. En vrai, je dis ça, mais sur le café, par exemple, tu as des facettes différentes que tu peux travailler de manière différente. Mais ouais, c'est pas ma sensibilité. Je te dis pas que je le ferai jamais. C'est pas ma sensibilité actuelle. Peut-être qu'en vieillissant, ça le sera et ça pourrait m'intéresser d'aller plus sur le terroir. Je sens aussi que je m'intéresse plus, tu vois, sur les terroirs, sur la Bourgogne, sur les matières premières. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, et je dis juste que j'en suis pas. Mais tu as des courants. Hein, encore une fois, je compare vraiment aux artistes peintres et tout, mais si tu regardes des artistes, sur 40 ans, tu vois une patte et tout, mais tu vois bien qu'ils ont eu des courants différents, qu'ils ont testé des choses différentes, qu'ils ont exprimé de manière différente les choses suivant les périodes. Et suivant comment t'es dans ta vie et tout ça, etc. Ouais. Donc, comme tu as dit, les émotions en musique, ça se voit beaucoup. Un album, les albums de rupture ou autres, on le sent. On sent que la personne à ce moment-là a vécu quelque chose ou autre. Je trouve que ça se sent aussi dans la musique. Bien sûr. Donc, j'exclus pas le fait qu'un jour, j'ai une obsession sur un produit que je trouve incroyable et que je veuille le décliner en plein de trucs pour montrer des... D'ailleurs, j'aimerais bien travailler un peu plus sur fractionner en fait les distillats d'un ingrédient, parce que pour séparer les facettes et les assembler d'une manière différente, ça m'intéresserait. Ok. Je suis pas sûre de comprendre. Par exemple, je te donne un exemple, le cuir. Ouais.
alors c'est un mauvais exemple parce qu'on va pas distiller du cuir, mais bon, on va prendre quand même le cuir. Le cuir, ça a des facettes animales, mais ça a aussi des facettes tanniques. Ça peut avoir une facette fumée. D'accord, ok. Ça peut avoir une facette un peu plus mielée, on va dire, si on parle d'aromatique, tabac, tout ça, etc. Et donc, si on distillait un morceau de cuir, si on fractionnait la distillation, c'est-à-dire les molécules qui sortent en premier et puis les molécules qui sortent en dernier, on verrait que toutes les 10 minutes, par exemple, le jus qu'on a, il ne sent pas la même chose, parce qu'en fait, les molécules n'ont pas la même densité. Et donc, tu en as les plus légères qui partent en premier, ce qu'on appelle dans la parfumerie les notes de tête, ensuite les notes de cœur et ensuite les notes de fond, par exemple. Ouais. Les pyramides olfactives, etc., c'est une façon de faire des catégories, mais en fait, c'est parce que ça sépare les molécules suivant leur densité. Et donc, du coup, t'as pas la même, dans une distillation, tu n'as pas les mêmes odeurs et les mêmes molécules qui sortent au même moment. Donc, tu pourrais fractionner et faire des fractions, fraction numéro 1, 2, 3, etc., et choisir de combiner des fractions les unes ensemble et pas toutes d'un enlever certaines, etc. Ce qui fait qu'avec un seul ingrédient, tu pourrais avoir... Et ça, par exemple, ça m'intéresserait de faire sur un seul ingrédient, suivant comment tu combines les fractions distillées. Une déclinaison de cuir. Tu peux avoir 3, je sais pas, je te dis n'importe quoi, sur le café. En fait, tu peux sortir 3 produits avec des profils très, très différents, alors que c'est la même distillation, le même produit. Mais en fait, si tu as fractionné et que tu as assemblé différentes fractions d'une manière différente, tu vas pas obtenir la même chose. Et voilà. Ça ouvre tellement de possibles. Sur le... Ouais, c'est... Donc dans cette optique-là, je peux travailler sur qu'un seul produit et tout, mais il faut qu'il y ait quand même, moi j'aime qu'il y ait un travail d'assemblage en fait, et j'exclus pas après sur le terroir, même je trouve que voilà, les maîtres de chais, etc., il y a des choses extraordinaires à faire, les vieillissements, les barriques, enfin il y a tellement de choses aussi qui sont que j'ai pas encore exploiter aussi, et puis c'est en ça que moi j'adore travailler et collaborer avec des gens qui ont des métiers experts dans des domaines. Et on parlait tout à l'heure des tonneliers, mais c'est hallucinant, c'est incroyable, des gens spécialistes du cacao, du thé, enfin c'est et je pense que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que maintenant aujourd'hui tout le monde veut devenir expert de tout. Tu vois, tu as une passion, tu veux devenir expert, mais moi j'aime travailler avec des experts, c'est-à-dire que j'ai une expertise effectivement à moi, mais on ne peut pas être expert de tout. Et du coup, c'est de là dont vient la richesse, tu vois. Je ne vais pas me palucher tous les bouquins sur les barriques, le bois, tout ça, etc. Alors que je peux avoir un humain en face de moi, que sa famille, elle travaille depuis 50 ans dessus, il a grandi dedans à l'âge de 10 ans, le nez dans le bois, et qui peut m'expliquer des trucs complètement incroyables, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est... tout seul tu vas plus vite, mais je trouve qu'ensemble on va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus intéressant. C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours vrai. Non, c'est pas toujours vrai, mais je trouve que dans l'exemple que tu as dit, ça, le tonnelier va avoir une certaine expertise, va pouvoir t'aider, va pouvoir te guider. Simon me disait que selon par exemple l'Armagnac ou autre, le millésime, il peut aussi t'accompagner vers tel ou tel tonneau, tu vois, c'est une et forme puis il y a la sensibilité. En fait, c'est la sensibilité de l'autre. Parce que l'autre, il a une expertise, certes, mais il a aussi des préférences, une sensibilité. Et donc, il va t'influencer aussi. En fait, c'est la rencontre qui influence. Il y a Charles Pépin, le philosophe, qui a écrit des choses extraordinaires. Alors lui, c'est sur la rencontre amoureuse, mais il l'a raconté même sur la rencontre... ce qui fait la rencontre, c'est quand c'est deux personnes qui ont des choses différentes, qui ne s'attendaient pas l'une à l'autre, et puis qui viennent créer quelque chose. C'est exactement pareil dans nos métiers. Et c'est ça qui est beau et qui est fantastique, et qui fait aussi que ce travail, c'est à la fois la rencontre des artisans, de l'industrie, de marketing. Moi, il y a beaucoup de gens qui diabolisent ceci, cela, c'est pas ci, c'est pas... je trouve qu'il y a des corps de métier tellement impressionnants dans cette industrie, au sens large des boissons, et qu'il n'y a rien à renier, quoi, tu vois. Carrément. Et on a parlé un peu de matières premières, on a parlé du thé, du café, etc. Comment est-ce que toi tu sources tes matières premières ? Parce que c'est quand même l'essence de ce que tu fais et de ce que tu assembles. Ouais, alors moi souvent en fait c'est pas moi qui source les matières premières.
Ça, pareil, c'est quelque chose que j'aimerais bien exploiter. Il existe des sourceurs, des choses comme ça, etc. Travailler avec ces gens-là, c'est assez fantastique parce que, évidemment, sur le terroir, sur l'endroit, la provenance et tout, tu as vraiment des très, très grosses différences. En revanche, on ne peut pas tout faire non plus et c'est vraiment un métier. Surtout quand c'est en production industrielle, etc. Et que les gens ils ne se rendent pas compte, mais une matière première, c'est pas le tout de la trouver aromatiquement, mais en fait, il faut trouver le producteur qui répond à des chartes, que ce soit des chartes législatives en termes de la culture de l'ingrédient, comment il pesticides, machin, etc. Ouais. Et tout, parce que quand tu vas chercher, si tu veux aller en Europe, tout est un peu trop régi, etc. Enfin, trop régi, tout est beaucoup régi par des normes, etc. Mais si tu vas chercher une production d'un ingrédient au fin fond du Botswana, il y a quand même de fortes chances que ça ne réponde pas aux mêmes législations de consommation, de culture et de production que tu as à toi. Alors, il y a la culture à proprement parler c'est-à-dire de l'ingrédient, mais il y a aussi, par exemple, les conditions de travail, des choses auxquelles on ne pense pas, mais t'as pas envie... Il faut trouver des producteurs qui ne font pas travailler des enfants de 7 ans, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, choisir, en fait, sourcer un produit, c'est pas sourcer que pour sa puissance aromatique, parce que, en fait, tu peux tomber sur une toute petite production avec des poivres incroyables, extraordinaires et tout, sauf qu'en fait, il y en a que 50 kilos. Tu t'en fais quoi ? Tu pourras pas l'exploiter, tu vois ? Ou alors, en fait, ça répond pas à certains trucs, etc. Et tout. Donc, les produits, ils doivent être sélectionnés pour plusieurs critères. L'aromatique, bien évidemment, mais leur capacité de production, si tu veux produire en grande quantité, est-ce que ça répond à des chartes et des normes européennes de production, est-ce que techniquement... est-ce que tu peux l'importer comment ? Sec, pas sec ? Enfin, tu vois, par exemple, une fleur, nous, chez Gabriel Boudier, elles sont séchées. Tu vois, le jasmin, par exemple, il est pas frais, il est séché. Parce qu'après, voilà, il y a le transport, il y a la conservation. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Et donc, ça, c'est un métier, quoi. Okay. Puis après, il y a les achats. Parce que quand tu achètes sur des grands trucs... non, mais tu vois, ça fait partie aussi. Il y a des gens, ils sont experts de la négociation des prix, des achats, des volumes. Il y a des volumes minimums. Enfin... Okay. C'est pas juste... c'est vrai que ça fait rêver de se dire, oh là là, c'est trop bien, tu sources un produit, là, t'as le meilleur poivre de ceci, super aromatique, extraordinaire. Ouais, mais en fait, tu t'en fais pas un produit industrialisable. Ouais. Mais comment, justement, tu trouves si c'est pas toi qui sources directement ça, c'est les équipes, notamment, par exemple... C'est les personnes avec qui tu travailles C'est les équipes avec qui je travaille qui vont sourcer les produits. Moi, je suis que, encore une fois, l'assembleur. Ouais, Donc, c'est pas moi qui choisis c'est comme, si tu veux, le chef d'orchestre, c'est pas lui qui fabrique les ingrédients. C'est pas lui qui fabrique les instruments. Ouais. C'est un luthier qui fabrique l'instrument. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pas le luthier qui fait l'assemblage. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont experts des achats, il y a des gens qui sont... voilà. Alors après, moi, ça m'intéresserait quand même d'aller creuser beaucoup plus dans les matières premières, d'aller à la rencontre de production. Enfin, moi, je me suis fait un voyage au Sri Lanka, seul en sac à dos, où là, j'ai été carrément dans les productions de cannelle, de gingembre, de thé, etc. C'était extraordinaire, tu sais, c'est extraordinaire. Et j'adorerais, dans mon futur, faire ça. Ok. Voilà. Et pour une personne qui se lance un peu en solo, peut-être en comparaison avec ce que tu as pu faire sur Acheteoria, j'imagine que pour Acheteoria, vous avez sourcé vous-même vos produits, vous étiez... c'était votre marque. Quel conseil tu donnerais ? Non, moi, on travaille avec des producteurs, Gabriel Boudier, c'est eux qui sourcent. C'est eux qui sourcent. Moi, si tu veux, ils me donnent les matières premières pour que je fasse la formule. Mais c'est eux qui sourcent les matières premières, c'est eux qui ont l'expertise sur comment la distiller, à quel degré, tout ça, etc. Et tout, c'est pas moi. Ok, ça marche. Je pourrais le faire, mais c'est un travail colossal. Donc, il y a vraiment des gens qui le font et qui ont l'expertise là-dessus. Ok. Écoute, ça me paraît pas mal. On a bien abordé un peu, je pense, toutes les différentes étapes. Est-ce qu'il y a une dernière chose qui te vient un peu en tête sur la création d'une boisson de manière générale ? Il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit bon, ouais, je pense. Et même s'il y a des produits qui sont à la mode, tout ça, des tendances, des machins, etc., si c'est dégueulasse, ça reste dégueulasse. Ouais.
Ouais, ou trop sucré, ou trop... Ouais. Il faut qu'il y ait du plaisir. En fait, il y a le concept, il y a tout et tout, mais il faut vraiment se dire, est-ce que les gens ont plaisir à goûter ce qu'on fait ? Parce que ça reste quand même des produits de consommation à boire. Alors moi, j'adorerais aller plus loin et travailler sur des produits d'expérimentation qui ne sont pas faits pour être appréciés. Par exemple, pendant le confinement, je me suis amusée, j'ai fait un assemblage qui s'appelait Anarchie. C'était le goût la représentation des gilets jaunes, tu vois. Mais tu pouvais le boire. C'était pas bon, dans le sens, c'était pas appréciable, mais c'était une vraie expérience gustative. Oui. Ça pourrait être un très bon sujet pour le Palais de Tokyo. Ouais, par exemple. En vrai... Mais du coup, c'était pas bon et t'as pas envie de le boire, de faire un assemblage, mais c'était expérimental. Et moi, j'adorais faire ça, mais après, ça, c'est plus un produit... C'est différent d'un produit alimentaire de consommation, tu vois. Oui, tu peux pas le vendre forcément, c'est... Ouais. Bah, t'as pas envie chez toi de te taper... en fait, c'est pour ça que les gens vont dans des musées, tu vois. Ouais, c'est une belle métaphore. Trop bien. Et écoute, merci beaucoup. Et puis on Avec se retrouve plaisir. très, très, très bientôt pour l'épisode 3. Merci. Et voilà, l'épisode 2 de la masterclass de Marlène Stéger est fini. On se retrouve lundi prochain pour la suite. On parlera des tendances dans l'univers de la boisson et de son dernier projet, Poetic Molecules. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Ça me motive à continuer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram à origine.podcast. J'y mets notamment des photos assez exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses. Je t'en dis pas plus et à la prochaine!